Bonjour à tous, saison 5, épisode 3 de notre série des webinaires Made by Nexialist. La petite info, en regardant en fait ce matin, préparer ce webinaire, je regardais le 14 mai ce qui s'était passé. Ben, figurez-vous, et c'est toujours bien d'avoir des petites informations comme ça qui n'ont rien à voir avec le DM. En 1610, Henri IV, le 14 mai, était assassiné par Ravaillac. 33 ans après, son fils, Louis XIII, c'est le fils d'Henri IV, il décédait également 33 ans après, laissant la place à son fils également, qui s'appelait Louis XIV. Enfin, il ne s'appelait pas Louis XIV, mais il allait devenir Louis XIV. Voilà, c'est la petite anecdote. Ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est que c'est l'ouverture du Festival de Cannes et que c'est également notre premier webinar témoignage. C'est la première fois qu'on fait appel à un fabricant pour venir présenter une thématique que l'on a choisie avec Corinne. Et on est ravis aujourd'hui d'inviter Marc Simondi, qui est le directeur technique, chez Proteos. Il est en charge de la conformité des dispositifs médicaux que son entreprise donc commercialise. Il est basé dans le nord de la Franche-Comté, à Montbéliard exactement, et il commercialise des implants orthopédiques. Donc un grand merci à toi Marc d'avoir accepté notre invitation à témoigner sur ta vie de fabricant de Legacy Device, d'autant que je Avec sais grand que tu es plaisir. un adepte du Festival de Cannes, tu ne manques jamais un Festival de Cannes, t'as une chance phénoménale, toi, c'est que tu vas tous les ans au Festival de Cannes, et que juste après, d'ailleurs, le webinaire, tu prends la route et tu descends dans le sud. Donc, merci encore à toi d'avoir accepté cette invitation. Et avant de parcourir les allées du Grand Palais, avant de traîner ton costume à paillettes et de fouler le tapis rouge au bras de Meryl Streep, puisque oui, effectivement, ce soir sur Canal+, vous aurez, et sur France 2, maintenant, vous allez voir Marc avec Meryl Streep. Je te propose, mon cher Marc, de monter sur scène avec Corinne pour nous faire un retour d'expérience de fabricant à une période cruciale, puisque le 26 mai, il est bientôt là, hein, dans 12 jours, c'est le 26 mai, et que pour continuer à pouvoir mettre des produits sur le marché, des DM qui ont été certifiés sous directive, pour les mettre sur le marché, il va falloir au préalable prendre quelques dispositions que Corinne va nous repréciser. Donc voilà, avant de laisser la parole à Marc et Corinne, je vous demanderai de couper vos micros. C'est enregistré, le webinaire sera disponible également sur notre chaîne YouTube Nexialist. Et puis, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et j'animerai cette session questions-réponses que j'adore. Enfin, c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec vous. Corinne, je te laisse la main. Alors, voilà, je vais couper mon micro. Je coupe mon micro et je te laisse la main. Alors, en fait, tu me laisses la main, mais tu vas quand même changer les slides. Voilà. Merci, merci. Oula, merci beaucoup Florent. La suivante. Donc, à Florent et Marc, le glamour. Et puis, à moi, finalement, les éléments plus structurants peut-être sur les legacy devices. Alors, on a Marc, Florent et moi, on vous propose un agenda finalement comme une conversation sur l'expérience de Marc qui est un fabricant de legacy device, avec tout d'abord quelques rappels sur la structure des dispositions transitoires, les objectifs et les enjeux de 3 phases distinctes sur lesquelles on va revenir, quelques conseils et recommandations, et on conclura sur les points clés à retenir. Et en préambule de nos échanges d'aujourd'hui, je propose qu'on garde à l'esprit une déclaration publique de la Direction générale de la santé l'année dernière, qui était la suivante: les objectifs visés par les dispositions transitoires modifiées, j'imagine que c'est valable pour les DM et les DMDIV, sont de détendre les délais d'évaluation des organismes notifiés, mais pas de détendre les dates de dépôt des demandes de certification auprès des OM. Suivante, s'il te plaît. Donc, on va commencer par un rappel, notamment du contexte, pour avoir des bases communes. Donc, le terme legacy device, il n'est pas défini en tant que tel dans les règlements, mais il est très souvent utilisé dans le cadre des guides sur les dispositions transitoires. Et c'est une terminologie qui est utilisée pour identifier les dispositifs qui sont libérés en tant que produits conformes à une directive
et qui peuvent continuer d'être mis sur le marché bien que les directives aient été abrogées. Et pour faire cela, il y a certaines conditions à respecter, on va y revenir. C'est une terminologie qui est associée au concept de mise sur le marché et de mise à disposition, qui s'applique à chaque produit individuellement et non à un type de produit ou à une référence commerciale. Donc un legacy product, il va être couvert par un certificat directive valide ou, et on y reviendra, dont la validité est augmentée, donc il y a les humains augmentés, la réalité augmentée, mais il y a aussi la validité des certificats. Ce certificat a été délivré avant la date d'application du règlement qui concerne le dispositif, ou bien le legacy device est couvert par une déclaration de conformité à la directive qui a été établie avant la date d'application du règlement qu'il concerne et pour lequel la procédure d'évaluation de la conformité au titre du règlement requiert l'intervention d'un organisme notifié, alors que ce n'était pas le cas quand la directive était en vigueur. Et pour bénéficier donc des dispositions transitoires, le fabricant doit respecter certaines conditions. Et pour le reste de la présentation, donc, je vais tenir compte de la future modification du règlement IVD qui est apparue dans les prochains jours, puisqu'elle a été votée à une très très large majorité au Parlement il y a quelque temps. Et quand je dis dans les prochains jours, ça devrait vraiment être au mois de mai. Alors, finalement, pourquoi on en parle maintenant? C'est une question qu'on m'a posée, on s'est posée avec Florent, un peu avec Marc aussi. Et puis, parce que finalement, on est à 7 jours ouvrés du 26 mai, on peut avoir l'impression que tous les jeux sont faits. Mais en fait, non. Non, pourquoi? Parce que justement, pour les DM, il reste 7 jours ouvrés. Et puis, pour le règlement IVD, on va pouvoir être publié dans quelques temps des dispositions modifiées qui sont à peu près du même ordre, mais pas tout à fait, que celles qu'on a pour les DM. Et finalement, pour chaque entreprise, le voyage vers la conformité au règlement est différent. Donc, si vous avez certifié tous vos produits selon le règlement, surtout restez avec nous pour transmettre votre guide du routard et témoigner que recevoir des certificats règlement, c'est possible. Si vous êtes en chemin, eh bien, restez pour vérifier si votre expérience est similaire à celle des autres entreprises et en quoi peut-être vous pouvez la faire évoluer. Et on peut retenir vraiment qu'avant d'être un catalogue de dates échelonnées, qui sont souvent le seul message qui reste, les dispositions transitoires, ce sont des conditions pour mettre sur le marché des legacy devices. Et elles vont s'appuyer sur le certificat directive ou la déclaration de conformité en fonction des cas qu'on a détaillés tout à l'heure. Et les conditions finalement vont être de deux types. Il va y avoir celles qui permettent, le cas échéant, d'étendre la validité d'un certificat directive et celles qui permettent de maintenir vraiment la mise sur le marché avec finalement une façon séquencée de remplir ces différentes conditions. Suivante. L'application des conditions mentionnées dans les dispositions transitoires, elle peut être subdivisée en 3 étapes. D'abord, comment déterminer si les dispositifs, donc DM ou DMDIV, peuvent bénéficier de ces dispositions transitoires et comment déposer ce qu'on appelle la demande de certification, c'est-à-dire c'est une demande qu'on dépose auprès d'un organisme notifié, si dans le cadre des règlements, l'organisme notifié doit intervenir pour ce type de produit. Ensuite, deuxième étape, que dois-je faire entre le dépôt de la demande et la signature du contrat de certification? Signature, c'est un contrat qui est signé entre le fabricant et l'organisme notifié concerné. Et la troisième étape, c'est comment gérer le risque réglementaire lors du processus d'évaluation dans le cadre du règlement, après la signature du contrat et bien sûr jusqu'à ce que les certificats aient été obtenus. Donc, pour les dispositifs médicaux, la date de fin de la première étape, c'est le 26 mai. Et donc, il reste une petite marge de manœuvre, mais une marge de manœuvre quand même. Et il y a encore la gestion des 2 autres étapes à gérer. Et cette expérience DM peut être utile à partager avec les fabricants du diagnostic in vitro, puisqu'on va voir qu'on a finalement des dispositions qui vont être jumelles, si ce n'est, bien sûr, elles ne sont pas identiques, mais elles sont jumelles. Et puis, on va converser finalement avec Marc sur le contenu des 3 étapes. Suivante. Donc, voici le calendrier
par type de produit pour le règlement DM. Et donc, encore un clic, Florent. Pour les étapes 1 et 2, c'est-à-dire le dépôt de la demande et la signature du contrat de certification, on a les mêmes dates et donc les mêmes étapes, quelle que soit la typologie du dispositif. Un clic, Florent. Et pour l'étape 3, on aura une date butoir qui sera différente en fonction des types de produits. Alors, on parle de date limite. La stratégie la plus prudente à adopter, c'est le plus tôt, c'est le mieux. Bon, ça paraît un peu trivial, mais c'est une vérité. Et pour chaque fabricant, finalement, on aura des cas différents la stratégie du respect de la réglementation, elle est liée au catalogue des produits et que généralement, le catalogue va panacher plusieurs dates butoirs. Suivante. Et en ce qui concerne le règlement IVD, donc là, c'est un schéma qui est issu du projet de modification. Bon, on sait que ce projet, maintenant, il en est à l'étape de publication et que cette publication devrait intervenir dans le courant du mois de mai, peut-être cette semaine ou en début de semaine prochaine. Et donc là aussi, les étapes 1 et 2, elles existent, mais elles sont variables en fonction des cas de figure. Alors cette différence, elle est due au fait que 80% des dispositifs de diagnostic in vitro ne devaient pas faire l'objet d'une évaluation par un organisme notifié dans le cadre de la directive IVD. Clic. Et l'étape 3, finalement, elle va aussi avoir des dates butoirs différentes en fonction des types de produits. Là encore, on parle de date limite. La stratégie la plus prudente à adopter, c'est de s'y prendre de façon raisonnable, mais le plus en avance de phase possible. Et là aussi, il faudra panacher en fonction du catalogue produit. Et chaque fabricant doit établir sa propre stratégie pour le respect de la réglementation. Suivante. Donc, on va commencer notre conversation avec Marc sur son expérience pour ces 3 étapes. Alors, commençons par la première étape suivante. Comment déterminer si mes DM peuvent bénéficier des dispositions transitoires? Tout est dans les articles 120 ou 110 des 2 règlements. Alors, pour le règlement IVD, je parle du futur article qui est à apparaître et qui sera modifié. La Commission européenne a établi des guides finalement qui sont relativement complets pour les DM, ils sont à apparaître pour les IVD et en cas de doute, rien n'interdit de parler de cette question avec son organisme notifié, bien au contraire. Suivante. Alors Marc, si tu avais à témoigner de la façon dont toi tu es rentré dans l'application de ces dispositions transitoires, l'apparition de l'article 120 en mars 2003, c'était une bonne nouvelle ou le seul moyen de garder les paramètres vitaux de l'entreprise dans le vert? Alors, c'est la troisième option, c'était très important parce qu'on était dans une situation très tendue. Étant donné qu'on n'avait pas du tout intégré dans la planification de la transition le délai d'instruction, d'évaluation de l'organisme notifié qui passait de 6 mois à 18 mois. On n'avait pas du tout intégré ces paramètres-là. Donc, on avait des certificats directifs qui arrivaient à échéance. Donc voilà. Donc, avant la période transitoire, on a mis en place des palliatifs, c'est-à-dire un stock qu'on a fait et qu'on a mis sur le marché avant l'échéance, des articles 97 de la NSM. Mais tout ça était temporaire et avait aussi une deuxième échéance qui arrivait. Donc, évidemment, l'article 120 nous a détendu, comme disait la DGS. Et c'était indispensable d'avoir ça pour voir sereinement la transition. Oui, bien sûr. Ouais. Merci Marc. Alors, deuxième point de cette première étape, comment on dépose la demande? Donc, le dépôt de la demande, finalement, se fait la plupart du temps en utilisant des formulaires qui sont fournis par les organismes notifiés. Et en substance, on va trouver des éléments d'identification. Un point particulier du fabricant,
ça paraît assez simple, mais d'identification des dispositifs qui sont couverts par la demande. Et dans le cas qui est prévu par l'article 120, et c'est le cas aussi pour le futur article 110, il faudra vraiment être vigilant sur la liste des appareils destinés à être transférés au règlement. Enfin, et le cas échéant, c'est possible d'ajouter des dispositifs qui sont destinés à remplacer les dispositifs directifs. Si vous avez des questions spécifiquement par rapport à ça, je vous renvoie au document questions-réponses de la Commission qui consacre un chapitre spécifique. Il faudra justifier du fait qu'il s'agit de dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux diagnostiques in vitro et justifier de la classification des produits, de définir quelle est la procédure d'évaluation et de transmettre un calendrier de soumission des documentations techniques, ainsi que la documentation sur le système de management de la qualité, car parmi les conditions, il y a une condition spécifique qui est que le système de management de la qualité doit être prêt à être audité au moment où la demande est déposée. Alors, il y a un cas qu'il faut aborder, c'est le cas où la demande n'est pas déposée. Alors, parfois, cette demande, elle n'est pas déposée intentionnellement, parce que ça veut dire que le fabricant ne souhaite pas poursuivre la commercialisation de ses produits, mais parfois ça peut être une omission, notamment une omission quand on identifie la liste des dispositifs qui sont destinés à être transférés au règlement. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la demande n'inclut pas un dispositif qui est conforme à la directive, eh bien, ils ne pourront plus, après les dates butoirs qui sont indiquées, qui définissent à quel moment il faut transmettre la demande, ils ne pourront plus être mis sur le marché. Pour le RDM, il s'agit du 26 mai 2024. Donc, cette date qui est très très proche, dans 7 jours ou deux. Et pour le règlement IVD, c'est après les dates qui sont échelonnées, bien sûr, par classe. Et donc, quelle que soit la situation du produit, ce sera le cas de figure. Donc, si on peut se dire quelque chose, c'est de vraiment vérifier là maintenant qu'on a bien déposé, donc je pars plutôt pour les DM, qu'on a bien déposé auprès de l'organisme notifié l'ensemble des produits qu'on souhaite maintenir sur le marché en tant que legacy device après le 26 mai. Et si ce n'est pas le cas, il reste encore 7 jours ouvrés pour rajouter quelque chose. Et en termes de gestion des stocks, pas encore, pardon. Ouais. Merci Florent. Et en termes de gestion des stocks, il faudra avoir mis sur le marché ces produits avant la date butoir s'il n'est pas prévu qu'ils fassent partie de la demande. Sinon, ils ne pourront plus finalement faire autre chose que rester dans le stock du fabricant, en tout cas sur le territoire européen. Merci. Et sur les éléments qui concernent le dépôt de la demande, il y a aussi le cas, finalement, les articles spécifiques des règlements prévoient le cas où le fabricant devrait ou souhaiterait changer d'organisme notifié pour le passage au règlement. On peut retenir que c'est une démarche qui est à l'initiative du fabricant, donc ce n'est pas votre organisme notifié directive ou règlement qui viendra vous chercher. Et qu'elle implique la signature d'un contrat tripartite entre le fabricant, l'ON directive et l'ON règlement. L'ON directive, il est responsable de la surveillance appropriée en ce qui concerne les exigences applicables au dispositif qu'il a certifié, jusqu'à ce que le fabricant, et pour les DM, ce sera au plus tard le 26 septembre 2024, ait convenu avec l'ON règlement que ce dernier procède à cette surveillance. Et ça prend un peu de temps pour signer ce contrat tripartite et que cette passation de surveillance et de responsabilité intervienne, puisqu'il faudra que l'organisme règlement procède à une analyse avant la date de transfert effectif. Donc, il faut prendre en compte cette analyse pour que le transfert soit effectif avant la date convenue. Alors, la slide présente le cas des DM, et en particulier le document TeamNV ne parle que du règlement DM, mais il y a fort à parier, parce qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, que les dispositions seront similaires pour le règlement IVD. Suivante. Alors, plusieurs questions pour Marc cette fois-ci concernant cette étape qui
va mettre en place un certain nombre de ressources. Il faut aussi, on en a déjà parlé, planifier. Alors, première question, combien de temps faut-il prévoir pour remplir les formulaires que les OM mettent à disposition pour faire la demande? Est-ce que c'est compliqué ou pas compliqué? Non, non, c'est pas compliqué. C'est assez. La, la dimension du fichier Excel est assez impressionnante, mais bon, c'est pas ça le plus embêtant, le plus long. Le plus long, c'est des stratégies de réglementaires à mettre en place, c'est-à-dire quels sont les produits qu'il va falloir arrêter. Quels sont les produits, comment est-ce qu'on peut regrouper des produits. Là, je ne parle pas d'un plan, mais je parle plutôt d'un instrument où il y a beaucoup de références, où on peut regrouper les produits entre eux. Voilà, donc il y a toute une stratégie réglementaire à mettre en place qui, elle, peut prendre du temps parce que voilà, ça fait intervenir plusieurs départements de l'entreprise, le marketing, la direction financière, etc. Donc, c'est cet aspect-là qui peut être le plus long. Et comment est-ce qu'on peut optimiser tous ces rassemblements ou séparations de certificats qui existaient en directive pour que ce soit le plus efficient. Et puis, évidemment, la stratégie, c'est quels sont les DM qu'on va arrêter pour des questions de... étant donné que les ressources nécessaires sont beaucoup plus grandes en règlement qu'en directive, donc voilà, il va falloir intégrer dans les marges de produits au niveau rendement de gamme de produits. Est-ce que ça peut encore supporter les coûts engendrés par le règlement? Et donc, il y a forcément des gammes de produits qui s'arrêtent parce que voilà, ils ne sont pas assez diffusés, ils sont plus dans la stratégie de l'entreprise. Donc, il y a des nettoyages de catalogue à faire. Et donc, c'est ça qui prend le plus de temps, c'est ces stratégies réglementaires à mettre en place. Et le choix de décider de garder l'OM qui avait certifié les produits selon la directive, on en parle ou... Oui, on a fait ce choix-là. Vous l'avez gardé, c'est ça? Oui, on l'a gardé. Alors déjà, c'était un organisme qui était rassurant, puisqu'en fait, il a été notifié très tôt pour le règlement, avec tous les codes qui nous intéressaient. Donc voilà, donc c'était déjà rassurant. Et puis voilà, donc c'était un bon point qu'il fallait garder. Bien que bon. C'est bien que tu évoques les codes parce qu'effectivement, une des premières raisons un peu mécaniques de changement d'organisme notifié, c'est quand il n'est pas désigné pour les codes dont relèvent les produits du fabricant. Ou désigné très tard, ça c'est aussi. Ou désigné très tard, oui. Mais pour ceux qui ont choisi le second organisme notifié français, il reste encore 7 jours ouvrés. Exactement. Bon, alors, tout n'est pas parfait, évidemment, avec cet organisme notifié, puisque voilà, il y a beaucoup de problèmes. Bon, les problèmes principaux, c'est la planification, où c'est très compliqué et c'était très compliqué au début du règlement d'y voir clair, vu que nous, on avait perdu nos certificats, donc il fallait absolument une porte de sortie, et là, c'était très tendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, il y a toujours des problèmes d'homogénéité de données de sortie, d'évaluation en fonction des évaluateurs. Ça, c'est toujours, mais je pense que c'est un problème général qui existe partout. Donc voilà, il y avait des points qui étaient négatifs, mais le point le plus intéressant, et je conseille d'activer cette option qui apparaît dans les MDCG, c'est le dialogue structuré, donc, ce qui permet d'avoir des alignements de points de vue avec l'organisme notifié, connaître leurs exigences le plus tôt possible et pas être dans la situation qui a existé auparavant où voilà, on apprenait lors d'une évaluation un changement de stratégie ou de demande ou d'exigence. Essayer d'anticiper tout ça et d'avoir donc des dialogues structurés le plus tôt possible en cours d'évaluation. Maintenant, c'est possible pour aller au plus vite vers la certification. Ok, Voilà. merci. On continue.
avec la deuxième étape, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait entre le dépôt de la demande, donc on est parvenu à la déposer, et la signature du contrat de certification. Alors, il y a une date dans les deux règlements qui est fixée, il y a un délai de 4 mois entre les deux dates, entre les deux milestones, si on appelle ça comme ça. Mais ça peut être plus court, bien sûr. Donc, il y aura à ce moment-là, pendant cette période, la nécessité d'avoir un échange financier, hein, de commander, de recevoir le devis et de procéder à la commande. On conseille vraiment de relire le scope du contrat de certification avant la signature, parce qu'une fois qu'il est signé, c'est toujours plus compliqué, pour bien s'assurer que tous les produits de la demande sont bien dans le contrat, ou si dans le projet de contrat, ou s'ils n'y sont pas, qu'il y a une bonne raison et que le fabricant et l'organisme notifié sont d'accord sur ce point-là. Et puis, on va rentrer dans la phase où il faudra démontrer la possibilité de poursuivre la mise sur le marché des dispositifs qui sont conformes à la directive. Alors ça concerne les appels d'offres, par exemple, dans les procédures de passation des marchés, mais ça concerne aussi les marchés des pays tiers qui vont utiliser, qui utilisent et qui s'appuient sur le marquage CE, sachant que on va de toute façon présenter des certificats où sur le papier, la date de fin de validité est expirée, parfois depuis assez longtemps, et donc il va falloir donner plus de contexte à ces interlocuteurs. Alors pour ce dernier point, les modèles d'autodéclaration du fabricant ou la lettre type des organismes notifiés sont disponibles. Vous avez les liens sur la slide. Ça a été regroupé sur une page du site de la Commission européenne. Suivante. Alors, est-ce que toi, tu as utilisé la lettre de confirmation de ton OM? Oui, je l'ai utilisée, mais je l'ai simplement mise en annexe des certificats directives, des certificats CE de conformité, et j'ai jamais eu de retour. Alors, je passe par des distributeurs systématiquement, donc je ne suis pas en direct avec les établissements de santé. Mais j'ai pas eu de retour de problème de compréhension. Les choses se passent assez bien. L'information est Ok. bien passée. Donc voilà. On partagera tout à l'heure avec le groupe si c'est le cas pour l'ensemble, enfin pour les autres personnes. Suivante. Et enfin, la troisième étape. Donc tout est. Donc on a la ceinture, la demande est faite, on a les bretelles, le contrat est signé, et après, finalement, ce qu'il faut obtenir, c'est il faut arriver jusqu'au moment où le certificat va être émis. Et il y a un risque réglementaire à ce que cette phase n'aille pas jusqu'à son terme. Et on peut donner finalement 3 points d'attention particuliers. La première chose, c'est la gestion des évaluations, aussi bien du système de management de la qualité que de la documentation technique. La deuxième, c'est la gestion des modifications significatives. Bon, vous verrez tout à l'heure que je ne préconise pas d'en faire à cette période-là, mais parfois on est obligé, en tout cas, de se poser des questions quand les dispositifs sont amenés à être modifiés. Donc là, je vous renvoie à 2 guides MDCG, respectivement DM et DM-Div. Et puis, il y a quelque chose de nouveau dont il faut qu'on parle aujourd'hui. Il va y avoir, aussi bien dans le RDM que dans le règlement diagnostic in vitro, un article 10 bis qui va donner finalement des obligations aux fabricants en cas d'interruption ou de cessation de fourniture de certains dispositifs qui peuvent entraîner un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou pour la santé publique. Dans ce cas-là, il va être demandé, donc dès que ce sera inscrit, que le fabricant informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi ou son mandataire est établi. Donc, si vous êtes établi en France, c'est assez facile, ce sera la NSM. Et d'ailleurs, la NSM a diffusé beaucoup de messages en ce sens ces derniers mois. Et puis, une obligation d'information, qu'on retrouvait déjà un peu dans l'article 10, mais qu'on retrouve formulé différemment dans cet article 10 bis, d'information aux opérateurs économiques, aux établissements de santé, aux professionnels de santé, si c'est le cas auquel le fabricant fournit directement le dispositif. Suivante. Alors, pour cette troisième phase, Marc, on va parler un peu de timing, tu en as parlé, mais finalement,
Si moi je te dis que il faut absolument faire en sorte que l'évaluation d'une documentation technique débute au moins 18 mois à 24 mois finalement avant la date de fin de la période transitoire prévue, est-ce que c'est vrai ou c'est faux par rapport à ta propre expérience? Alors, si je prends les chiffres que j'ai actuellement, c'est-à-dire mes certificats, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 3, c'est déjà pas mal. Je suis exactement en moyenne à 18 mois. Donc c'est un bon chiffre à avoir en tête. Alors oui, je suis dans le cas où je suis en implant orthopédique, voilà, donc c'est pas les produits les plus vite évalués, et je suis avec un organisme notifié qu'on qualifiera de rigoureux. Donc voilà, donc je suis actuellement entre 12 mois et 26 mois d'évaluation, donc ce qui fait une moyenne de 18 sur mes 3 cas, mais j'ai des dossiers qui traînent et qui vont être à 3 ans d'évaluation depuis le dépôt. Donc ma moyenne de 18 mois va se dégrader très prochainement. Enfin, j'ai des nouveaux dossiers qui vont passer beaucoup plus vite, donc ça va se stabiliser tout ça. Mais oui, 18 mois, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête pour un implant, voilà, pour un implant. Ok. Ouais. À tenir compte dans les business plans. Et puis, tu m'as demandé de parler un peu de ce que tu appelais toi-même une passerelle clinique pour les legacy devices. Alors finalement, Oui. ça existe ou pas? Euh, bon, la réponse ne sera pas ni oui ni non, hein, ça Très serait bien, ça plus dépend. La compliqué. réponse est ça dépend. D'accord. Ouais, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Ouais, sur mes évaluations, les deux points durs qui ont existé, c'est la validation des procédés, parce que c'est des implants stériles, donc voilà, c'est toujours un peu compliqué, et c'est toujours long surtout, et le clinique. Le clinique, c'est toujours des experts un petit peu à part et complexe. Donc là, c'était aussi assez compliqué. Alors, malgré le MDCG qui parle de ça, du transfert clinique de Legacy de directive au règlement. Tu parles du MDCG 2020-6, hein, c'est Ouais, ça? le tiré 6, ouais, le tiré 6, ouais. A priori, si on lit rapidement ce MDCG, ça ne devrait pas être très compliqué. Alors évidemment, il faut éliminer tout ce qui n'existe plus dans le règlement, comme les équivalences et choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a une grande notion d'interprétation de la qualité scientifique de l'évaluation qui avait été faite à l'époque de la directive. Et ça peut beaucoup, beaucoup changer. Mais si on arrive à discuter sereinement avec son organisme notifié, on peut, on peut avoir des transferts d'évaluation clinique de directives en règlement, j'allais dire assez facilement, mais bon, de façon assez raisonnable. Le problème, c'est qu'il y a quelquefois des points durs qu'il faut très tôt parce que ça peut poser beaucoup de problèmes, évidemment, s'il faut s'il faut avoir des données cliniques et ça peut prendre beaucoup de temps. Dans les délais que j'ai annoncés, j'avais des bases cliniques sur tous les produits. Je n'ai pas lancé d'investigation clinique qui peut prendre en orthopédie au minimum 2 ans, quoi. Donc ça, c'est un autre sujet, quoi. Ok. Donc, voilà, oui. Merci pour ce point d'attention. Suivante, Florent, s'il te plaît. Et donc, quelques conseils partage pour poursuivre ce partage d'expérience. Alors finalement, pour pouvoir rester très très factuel, aussi bien en interne que lors des discussions avec l'organisme notifié, il peut être utile de consulter le dashboard, le tableau de bord des activités des OM qui est sur le site de la Commission européenne. Je ne sais pas si vous êtes allé jeter un coup d'œil. En fait, il faut faire plus que jeter un coup d'œil, mais on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations très précisément. Alors, il y a un petit décalage plus ou moins de 6 mois entre le moment où les données sont récoltées et le moment où nous, on peut y avoir accès en tant que public. Mais finalement, c'est toujours intéressant. Et on préconise vraiment de communiquer en interne, non pas sur les dates butoirs,
mais sur un calendrier qui est propre à l'entreprise et qui vraiment tient compte des délais d'évaluation constatés avec les écueils que Marc, en tenant compte des écueils que Marc a évoqués. Et puis, il a évoqué aussi, il est bénéfique de travailler soi-même et de manière proactive la relation avec les différents interlocuteurs de l'organisme notifié. Et la proactivité en la matière, elle est toujours payante. Et en revanche, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas vraiment conseillé de modifier le planning qui est prévu avec l'organisme notifié pour la remise des demandes, des documentations techniques, des plans d'action, parce que finalement, ça peut avoir comme conséquence un allongement notable des délais d'évaluation, puisqu'à un moment donné, l'organisme notifié vous a réservé un créneau et que si vous décalez, pour vous, c'est peut-être une semaine de décalage, et pour l'organisme notifié, peut-être que la personne qui est compétente pour réaliser cette analyse, ben, elle ne pourra le faire que plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Donc ça, c'est à ne pas perdre de vue. Et puis, effectuer des modifications significatives de la conception ou de la destination des legacy devices, ça signifie revenir à perte de bénéfice de la période transitoire. Donc, c'est une décision dont il faut vraiment mesurer les conséquences. Alors, pour mémoire aussi, il y a 36 guides MDCG qui mentionnent des points spécifiques hein, qui sont relatifs aux legacy devices et ce sont une ressource à exploiter. Dernier. Suivante. Donc, quelques points clés au nombre de 6 à retenir. Intégrer le calendrier des dispositions transitoires dans la stratégie pour le respect de la réglementation en n'étant pas tellement optimiste finalement, mais très, très réaliste. Savoir vraiment au sein de l'entreprise, avec toutes les personnes concernées, tous les services concernés, que s'il n'y a pas de demande de certification, de formuler à la date fixée, ça veut dire que le produit ne pourra plus être mis sur le marché dans le cadre de sa conformité à la directive et qu'il faudra peut-être plus tard soit l'arrêter complètement, soit si on change d'avis, revenir sur une conformité au règlement, mais dans ce cas-là, sans avoir la possibilité de le commercialiser dans l'intervalle. Gérer donc les stocks de legacy device en tenant compte des dates qu'on a évoquées. Donc, bien sûr, on n'est pas dans les mêmes urgences, entre guillemets, pour les DM et les diagnostics in vitro, mais c'est un point d'attention. Retenir que le délai d'évaluation des documentations techniques, c'est 18 à 24 mois. Alors, ça peut être beaucoup, beaucoup plus court, mais on a vu que ça pouvait être aussi plus long. Donc, il vaut mieux être raisonnable et réaliste sur le temps que ça peut prendre. Tenir les délais des plans d'action, aussi bien pour les non-conformités des rapports d'audit que des rapports d'évaluation, et être proactif pour garder un canal de communication ouvert avec l'organisme notifié, et pas simplement quand tout va bien, mais surtout s'il y a des désaccords. Et nous en avons terminé, Florent, Merci, la partie Corinne. présentation. Merci, Marc. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation et ce témoignage sous forme de discussion. Merci, Marc. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage dans vos démarches de transition. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions d'ordre réglementaire ou des questions de conformité de manière générale. On sera ravis de pouvoir vous accompagner et puis on se retrouve dans un prochain webinaire. Pour l'instant, il est en réflexion, mais on espère bien vous avoir d'ici la fin du mois de juin. Et à bientôt et bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne journée, merci, au revoir. Ciao. Au revoir.